Salut à tous. Alors, vous m'en excusez, cette vidéo est, comme on dit dans le jargon, chaude, c'est-à-dire que les actualités que je vais commenter vont évoluer peut-être plus vite qu'on ne pourra la mettre en ligne. Donc je vous demande pardon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien je suis en route pour le Sénégal, où je vais donc représenter le mouvement du 22 septembre de ces femmes peules qui ont d'ailleurs été tout dernièrement insultées, tout simplement insultées par un procureur général suisse, rien de moins, qui a laissé entendre devant greffier qu'elles n'existaient pas ou qu'elles n'étaient pas responsables de leurs actes dans une attitude purement néocoloniale qui me fait, moi, profondément vomir, mais c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Je vais donc au Sénégal demain et l'actualité que je veux commenter, bien sûr, c'est celle des élections américaines, mais en particulier maintenant sous l'angle de la possibilité d'une guerre civile. C'est le sujet de cette vidéo. Donc merci dans les commentaires, évidemment, de mettre à jour selon les derniers développements qui vont avoir lieu dans les États fédérés, mais la situation est suffisamment, évidemment, intéressante pour qu'on la commente à chaud. Alors, déjà, il faut comprendre que la sécession, la possibilité d'une guerre civile, c'est la kryptonite des États fédérés. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais eu de pire ennemi qu'eux-mêmes dans leur histoire, en particulier depuis qu'ils ont complètement bousillé le Mexique sur le plan géopolitique. Ils ont évidemment ces deux façades littorales qui les éloignent de la plupart des menaces existentielles. La seule vraie menace existentielle à laquelle ils auraient pu faire face, c'était l'armement nucléaire de la Chine maoïste et de l'URSS. Dans ces deux cas, ces menaces existentielles n'ont plus lieu d'être, puisque la Chine n'est plus maoïste concrètement, en tout cas en matière de politique étrangère, et elle ne menace évidemment pas de vitrifier les États-Unis. Par contre, la menace d'une sécession, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, a toujours été ce qui a le plus posé de risque à l'intégrité même, à l'existence des États-Unis d'Amérique. La guerre de sécession, la première, était le résultat d'une sorte de couvaison de problèmes économiques fondamentaux entre le modèle économique productif du Sud, basé sur évidemment l'esclavage et une économie agricole très peu diversifiée, et puis le modèle économique du Nord, basé sur l'immigration, qui est tout de même beaucoup mieux que l'esclavage, et l'industrialisation. Les deux devaient s'affronter tôt ou tard. Le Sud voulait étendre l'esclavage au-delà du Mississippi. Abraham Lincoln avait comme programme de campagne d'interdire une telle extension. D'ailleurs, le Sud, au passage, avait même dans l'idée d'étendre l'esclavage jusqu'au Guatemala, de conquérir le Mexique, etc., de faire des économies d'échelle sur ce modèle. Ça aurait été une catastrophe. Comme on le sait, ce n'est pas comme ça que l'histoire l'a voulu. Mais ces lignes de faille, en réalité, se sont poursuivi à beaucoup d'égards. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les républicains, qui étaient fondamentalement un parti anti-esclavagiste, le parti d'Abraham Lincoln, eh bien aujourd'hui sont plutôt dans les sympathies du Sud, qui au contraire lui était démocrate et, comme on le sait, majoritairement pour l'esclavage. Alors, ces lignes de faille, elles ont commencé à se poursuivre après la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, tant qu'il y avait un ennemi commun, la sécession n'avait pas vraiment lieu d'être, même si au tournant du XXe siècle, ces enjeux étaient déjà là. On connaît le célèbre film de Griffith, Birth of a Nation, que Tarantino a pastiché, a moqué dans Inglourious Basterds et aussi dans Django, même si c'était d'une certaine façon un hommage un peu déguisé. Et ces lignes de faille, donc, il faut attendre en réalité la fin de la guerre froide pour qu'elle continue à se révéler. Alors il y avait l'ennemi commun, le terrorisme. Bon, rappelons que le terrorisme n'est pas un ennemi, c'est une façon de faire la guerre. On ne fait pas la guerre à une façon de faire la guerre, on ne fait pas la guerre à une tactique, on fait la guerre à un ennemi. Eh bien, ça n'a évidemment pas suffi. Il fallait un projet politique, il fallait une volonté de vivre ensemble, comme le dit Renan et comme le rappelle très bien Charles Gave. C'est ça qui fait une nation, une volonté de vivre ensemble pour un projet de civilisation, de société, de liberté. Abraham Lincoln l'avait particulièrement bien exprimé dans son discours de Gettysburg, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que c'était ça qui consacrait l'identité américaine. Aujourd'hui, eh bien, on observe que plusieurs États fédérés, dont le Texas, menés par le Texas, ont soumis à la Cour suprême des États-Unis, qui représente donc le pouvoir suprême sur le plan judiciaire dans les États-Unis d'Amérique, et ils ont soumis un recours en constitutionnalité accusant notamment la Pennsylvanie d'avoir violé la Constitution en pratiquant des modifications du droit qui régit le vote dans l'État sans passer par les dispositions de la Constitution.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième vidéo à propos des élections américaines. Alors cette fois-ci, on ne va pas parler de fraude électorale pour deux raisons. D'abord parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans une première vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que ça peut vous aider à comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. On va la mettre en lien. Et pour une deuxième raison, malheureusement, parce que YouTube allait décider de mettre en place une nouvelle politique de censure qui s'applique à toute nouvelle vidéo qui parlerait de la fraude électorale, parce qu'ils considèrent que les résultats ayant été certifiés, on n'a plus le droit d'en parler, ce qui est dommage pour la liberté d'expression. Mais comme on se plie à la règle, on ne va pas parler de fraude électorale directement aujourd'hui. En revanche, on va parler d'un sujet qui est tout aussi important, qui est même crucial. Ce sont les recours judiciaires du camp Trump, et plus particulièrement, voire même plutôt seulement, la plainte de l'État du Texas devant la Cour suprême, c'est-à-dire devant la plus haute cour des États-Unis. Alors pourquoi c'est crucial, pourquoi c'est vraiment un sujet brûlant actuellement aux États-Unis? Eh bien tout simplement parce que si cette plainte aboutit, elle pourrait avoir des conséquences énormes et même renverser ou plutôt annuler les résultats de l'élection dans 4 États en particulier. En Pennsylvanie d'abord, en Géorgie ensuite, dans le Wisconsin et dans le Michigan. C'est les 4 États qui sont visés par la plainte. Et si jamais ces résultats étaient invalidés par la Cour suprême, alors ça changerait totalement le cours de l'élection et le résultat final. Mais on n'en est pas encore là, donc je vais essayer d'abord de vous expliquer en quoi consiste cette plainte du Texas, et ensuite on verra quelles sont les conséquences, ou plutôt ce que ça signifie sur la mentalité, sur l'état du pays, l'état de division des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup dernièrement des États désunis. On essaiera de voir si c'est légitime de parler de désir sécessionniste dans certaines parties des États-Unis. Commençons d'abord par la plainte du Texas. Alors, l'État du Texas, vous savez que les États-Unis sont composés de plusieurs États, c'est un État fédéral, mais il y a plusieurs États. L'État du Texas a décidé de se porter devant la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction américaine, et a décidé d'accuser 4 États, qu'on appellerait des swing states, c'est-à-dire des États pivots, des États où les résultats entre Biden et Trump ont très peu de différence, ce qui fait qu'ils peuvent être renversés plus facilement. L'État du Texas a décidé d'accuser ces 4 États, non pas pour fraude directement, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de fraude, mais pour inconstitutionnalité. Ce qui signifie que le Texas considère que ces États n'ont pas respecté la Constitution américaine. Et quand vous considérez que quelqu'un n'a pas respecté la Constitution, vous allez devant la Cour suprême. Alors d'abord, je vous explique 30 secondes ce que c'est que la Cour suprême, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. La Cour suprême, c'est une institution beaucoup plus importante, et je dirais même beaucoup plus sacrée que son équivalent français, qui serait le Conseil constitutionnel, par exemple. La Cour suprême, c'est vraiment une institution qui a un poids même moral considérable aux États-Unis. Et si je prends pour base la théorie de Montesquieu de la séparation des pouvoirs, alors vous avez le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. La Cour suprême fait partie de la branche judiciaire. Et c'est même le sommet de la pyramide judiciaire. C'est la cour la plus haute de la branche judiciaire. Généralement, la Cour suprême traite des cas en appel, c'est-à-dire que vous avez des cas qui sont traités devant des tribunaux inférieurs, des cours inférieurs à la Cour suprême, et en appel, ça remonte jusqu'à la Cour suprême pour les cas les plus importants ou les plus litigieux, et dans les cas où il faut donner une interprétation de la Constitution. La Cour suprême essaye d'avoir une interprétation la plus fidèle possible de la Constitution américaine. Il y a 1 ou 2 cas cependant où la Cour suprême peut être saisie directement, sans remonter en appel. Et en particulier, dans le cas qui nous intéresse, dans un litige ou dans un différend entre plusieurs États, comme un État ne peut pas aller voir une juridiction plus basse, puisque ce serait au sein de cet État ou au sein d'un autre État, il va directement aller voir la juridiction qui est au-dessus de lui, c'est-à-dire la Cour suprême. Donc quand il y a un différend entre plusieurs États aux États-Unis, ça ne peut se régler que par la Cour suprême. Et donc, le Texas a décidé de porter plainte contre la Pennsylvanie, la Géorgie, le Wisconsin et le Michigan devant la Cour suprême. Alors, que contient la plainte du Texas? Quelles sont les accusations que le Texas fait d'inconstitutionnalité?
Alors, il y a deux accusations en particulier, deux extraits de la Constitution qui sont cités par le Texas pour dire que la Constitution n'a pas été respectée. Je vais commencer par le premier extrait, qui est l'article 2, section 1, clause 2. C'est un peu complexe, mais il faut bien préciser, de la Constitution américaine, qu'on appelle aussi l'Electors Clause, c'est-à-dire la clause des électeurs, et qui dit la chose suivante. Chaque État nommera de la manière prescrite par sa législature un nombre d'électeurs, et l'article continue. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce début de la clause. Le morceau important ici, de ce que j'ai cité, c'est prescrite par sa législature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la législature, qui est le pouvoir législatif dans un État, c'est-à-dire la Chambre des représentants, de ceux qui sont élus, la législature est celle qui est responsable des modalités de désignation des grands électeurs dans un État. Chaque État, vous le savez, maintenant, on en a entendu beaucoup parler, chaque État envoie des grands électeurs pour le vote final pour nommer le président, et c'est chaque législature de chaque État qui décide des modalités. Donc, en particulier, qui fait les lois électorales, qui déclare comment on vote, et qui décide de comment on vote. Or, selon le Texas, dans le cas des 4 États cités, des 4 États accusés, les modifications de la loi électorale ont été faites sans en passer par la législature, c'est-à-dire sans en passer par le pouvoir législatif, par un vote à la Chambre de cet État. Elles ont été faites comment? Elles ont été faites par le pouvoir, non pas législatif, mais exécutif, ou même administratif. Et en particulier, si on prend un exemple, celui de l'État de Pennsylvanie, le Texas accuse l'État de Pennsylvanie, et en particulier la secrétaire d'État de l'État de Pennsylvanie, qui s'appelle Kathy Boockvar, d'avoir abrogé les statuts qui demandaient la vérification des signatures pour les votes par correspondance. Ça veut dire que dans la loi électorale de l'État de Pennsylvanie, avant ça, il fallait vérifier les signatures des gens qui votaient par correspondance, par rapport aux autres fois où ils avaient voté, ou même tout simplement voir s'ils avaient bien mis une signature, si la signature n'était pas bizarre, etc. Il fallait vérifier les signatures. Et la secrétaire d'État a décidé, alors je vous avoue que je ne sais pas quelle forme ça prend, peut-être une ordonnance, je ne sais pas du tout comment on appelle ça, mais elle a décidé d'abroger ces statuts et de ne pas rendre les signatures obligatoires. Le pouvoir judiciaire de l'État, c'est-à-dire la Cour suprême de Pennsylvanie, lui a donné raison puis tort, il y a eu 2 jugements, mais dans tous les cas, ce n'est pas passé par la législature, c'est-à-dire que ce n'est pas passé par le pouvoir législatif. Et c'est là qu'il y a, selon l'État du Texas, un non-respect de la Constitution américaine. Donc, ça, c'est pour la Pennsylvanie. Vous avez d'autres exemples dans les autres cas. Par exemple, selon le Texas, il est arrivé la même chose dans l'État de Géorgie, où vous avez le secrétaire d'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, qui s'appelle Brad Raffensperger, qui a fait la même chose, c'est-à-dire qui a décidé d'abroger la vérification des signatures pour le vote par correspondance, je précise, le vote par correspondance. Donc ça, c'est le premier litige, enfin la première accusation, c'est-à-dire que la Constitution n'a pas été respectée sur ce point. Il y a un deuxième point de la Constitution que l'État du Texas considère ne pas avoir été respecté par la défense, c'est-à-dire les 4 États en question. Ce deuxième extrait de la Constitution, c'est le 14e amendement de la Constitution, et en particulier une clause du 14e amendement qui s'appelle l'Equal Protection Clause, c'est-à-dire la clause de protection égale. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette clause? Elle dit « Aucun État ne pourra, dans sa juridiction, dénier à une personne une protection identique à celle inscrite dans les lois. » Et ici, le morceau important, c'est « dans sa juridiction ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir au sein d'un même État, prenons par exemple la Pennsylvanie, il ne peut pas y avoir au sein d'un même État une différence de traitement entre une personne qui habiterait par exemple dans le nord-est de l'État et une personne qui habiterait dans le sud-ouest de l'État. Il doit y avoir les mêmes règles dans tous les comtés de l'État. Et or, le Texas, dans ce cas-là,
accuse les États, et en particulier l'État de Pennsylvanie, pour reprendre cet exemple, de ne pas avoir respecté cette clause de protection égale, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de la même manière au sein d'un même État, parce que, selon le Texas, et c'est ça que devra statuer la Cour suprême, les règles de recevabilité des bulletins, c'est-à-dire est-ce que les bulletins sont recevables ou pas, et les règles de dépouillement, dans quelles conditions ont été effectué le dépouillement, ces règles n'ont pas été les mêmes dans tous les comtés, en particulier dans la ville de Philadelphie et dans d'autres endroits de Pennsylvanie. Ça ne s'est pas, selon le Texas, passé de la même manière. Donc voilà pour, en gros, le contenu de la plainte. Je vous ai dit 2 axes. Le premier axe, c'est la clause des électeurs. Le deuxième axe, c'est la clause de la protection égale. Maintenant, le point suivant que je voudrais aborder et qui est très significatif, c'est que cette plainte a été très suivie aux États-Unis et elle a même été soutenue par d'autres États. Il y a actuellement 19 États qui se sont manifestés en soutien de la plainte du Texas. Alors on va vous mettre une carte et qui va, si vous voulez, détailler de la manière la plus précise ce qui est en train de se passer aux États-Unis à propos de la plainte du Texas. Donc vous voyez sur cette carte, en rouge foncé, le Texas, c'est-à-dire le plaignant d'origine devant la Cour suprême, celui qui lance la plainte. Vous voyez ensuite, en rouge un peu plus clair, les 6 États qui ont décidé d'être des co-plaignants, c'est-à-dire non seulement de soutenir le cas du Texas, mais même de se plaindre avec lui devant la Cour suprême. Et enfin, les États que vous voyez en rose sur la carte, ce sont les États qui soutiennent le cas sans pour autant être des co-plaignants. En face, vous avez des États ou des territoires des États-Unis qui se sont manifestés pour les défenseurs, c'est-à-dire les 4 États qui sont accusés. Et vous voyez donc en bleu foncé les États qui sont incriminés par la plainte du Texas et en bleu clair les États qui sont en soutien de ces défenseurs. Et on voit donc que pratiquement tous les États-Unis, à part quelques États, sont impliqués dans cette bataille juridique et que ça crée véritablement une tension entre les États. Est-ce que maintenant cette plainte du Texas a une chance d'aboutir? Alors, pour répondre à cette question, on peut faire référence, il y a une référence qui vient en tête et qui a été évoquée par beaucoup de commentateurs, c'est l'arrêt de la Cour suprême du 12 décembre 2000, qui s'intitule l'arrêt Bush versus Gore, et qui concerne évidemment l'élection américaine de 2000, où il y a eu énormément de litiges également. La plainte du camp Bush en 2000 reprenait exactement les 2 mêmes chefs d'accusation, c'est-à-dire la clause des électeurs, dont je vous ai parlé, et la clause de protection égale. Donc les 2 mêmes angles d'attaque étaient utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc le 12 décembre 2000, la Cour suprême a donné raison à George Bush contre Al Gore. Donc, si on a ça en tête, on peut se dire qu'il est possible, je dis bien possible, encore une fois, ça ne veut pas dire probable, ça ne veut même pas forcément dire que ça va arriver, mais il est possible, juridiquement, que la Cour suprême donne raison au camp Trump. En particulier à l'État du Texas ici, mais en fait, tout le monde a compris que l'État du Texas, c'était Trump. D'ailleurs, je noterai que Trump a décidé de participer à ce cas, de s'engager lui aussi dans la bataille juridique. Et normalement, donc, on pourrait vous donner des arguments juridiques, et seulement juridiques, pour traiter ce cas. Mais en fait, c'est devenu quelque chose qui va au-delà du simple argument juridique. C'est devenu une véritable bataille politique. Et c'est pour ça qu'on pourrait presque parler, alors je sais que l'expression est forte, mais ça me permet de donner une idée, on pourrait presque parler d'une guerre civile judiciaire qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que il y a vraiment un niveau de tension sur ce cas-là, sur cette plainte, qui devient alarmant. Et le problème, c'est que ce cas va être tellement politisé d'un côté comme de l'autre que quelle que soit la décision que va prendre au final la Cour suprême, c'est-à-dire soit d'accepter la plainte et de la faire aboutir, soit de la rejeter, quelle que soit la décision, dans les 2 cas, il y aura des mécontentements. Et pas simplement des petits mécontentements, des énormes mécontentements. Parce que si la Cour suprême accepte et voit la plainte du camp Trump aboutir, alors les démocrates vont se soulever comme un seul homme. Et si, en revanche, la plainte est refusée, alors les républicains vont crier à l'injustice.
Donc, si vous voulez, on est dans une atmosphère véritablement explosive aux États-Unis. Et je noterai au final, pour résumer ce cas de la plainte du Texas, que dans sa réponse au Texas, parce qu'évidemment les États de la défense ont le droit de répondre à la plainte, dans sa réponse au Texas, la Pennsylvanie a parlé d'un comportement séditieux. C'est un mot très important quand même, séditieux. On parle de sédition, on est dans une atmosphère de guerre civile. Donc vous avez un État qui a accusé un autre État d'avoir un comportement séditieux. Alors, c'est étrange quand même de parler de sédition à propos d'un État qui va devant la justice. Parce que justement, si vous allez devant la justice, c'est que vous ne voulez pas être dans une situation de sédition. Si vous allez devant la justice, c'est que vous reconnaissez l'autorité de la justice. Donc vous n'êtes pas en train d'être en rébellion contre elle. Mais c'est vrai que le niveau de tension est véritablement alarmant. Et c'est pour ça que je vais passer maintenant à l'idée de ce que ça signifie que ce cas de la plainte du Texas. Au-delà de l'aspect juridique, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous dit de la société américaine? Et donc, d'abord on peut se demander, est-ce qu'il y a une atmosphère sécessionniste aux États-Unis? Parce qu'on entend des fois des gens dire c'est peut-être une nouvelle guerre de sécession qui peut arriver. Si je fais un peu d'histoire, d'abord je voudrais rappeler que l'idée de sécession, c'est quelque chose qui vraiment est un fil rouge, un fil conducteur de toute l'histoire des États-Unis. C'est vraiment la menace numéro 1 des États-Unis. Les États-Unis, géopolitiquement, n'ont pas beaucoup de menaces. C'est un pays qui est protégé d'abord par 2 océans, l'océan Atlantique d'un côté, l'océan Pacifique de l'autre, qui au nord a un voisin qui s'appelle le Canada, qui est 10 fois moins peuplé que lui, qui a la même culture, les mêmes valeurs, donc il ne risque pas de l'attaquer, qui au sud a un État qui s'appelle le Mexique, avec qui il s'entend bon an, mal an, avec qui il a des problèmes, mais qui ne constitue pas une menace réelle pour sa survie, et c'est un pays qui a des ressources immenses, qui a des terres cultivables absolument immenses, donc c'est pas un pays qui géopolitiquement est en danger. En revanche, c'est un pays qui a toujours été en danger de l'intérieur, en danger de crise interne. Et ça, on peut le voir dès la naissance des États-Unis. D'abord parce que 1776, l'indépendance des États-Unis, c'est déjà une sécession. C'est une sécession de la couronne britannique. Mais aussi parce que quand s'est forgée la Constitution américaine, donc après la sécession de la couronne britannique, vous avez eu une dizaine d'années où il y a eu énormément de débats, eh bien il y avait toujours des États pour dire on n'est pas certain qu'on va accepter cette Constitution parce que ça va limiter notre indépendance en tant qu'État. Et en particulier, la Virginie était un État qui était farouchement indépendant et qui a lutté contre certaines clauses de la Constitution américaine. Vous avez évidemment le passage très célèbre de la guerre de sécession, qui est la plus grande guerre civile de l'histoire américaine. C'est-à-dire la guerre qui va de 1861 à 1865 et qui oppose les sudistes aux nordistes. Et vous avez, même au XXe siècle, alors même que la guerre de sécession était finie, des réminiscences de mouvements sécessionnistes, en particulier dans l'État du Texas, vous avez toujours cette atmosphère sécessionniste dans certains États. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Parce que c'est peut-être du passé, peut-être qu'on pourrait se dire, cette histoire sécessionniste, c'est fini. Eh bien, pas totalement, en fait. Les fantômes de la sécession sont toujours là. Et pour vous justifier ça, je vais vous prendre 2 sondages des 10 dernières années. D'abord, un sondage de 2014, publié par Reuters, qui dit la chose suivante. Un Américain sur 4, ça fait 25% des Américains, est favorable à la sécession de son État. Vous avez un Américain sur 4 qui pense que son État doit faire sécession. Et dans la région du Sud-Ouest, il y a jusqu'à 34% des habitants des États qui pensent que leur État doit faire sécession. Ça fait un tiers des États, en particulier avec le Texas, vous avez un pourcentage très élevé. Donc on voit déjà que l'idée sécessionniste n'a pas du tout disparu du paysage politique américain. Et je rajouterai un autre sondage de l'institut assez célèbre qui s'appelle Rasmussen, un institut américain, et qui a été publié en 2018. Ce sondage dit que 31% des Américains pensent qu'une nouvelle guerre civile est probable, je dis bien probable, dans les 5 ans à venir. C'est quand même énorme. Vous savez, 31% des États-Unis, donc pratiquement un tiers des Américains qui pensent qu'une guerre civile est probable. Et ce qui va encore plus dans ce sens, c'est que vous avez, j'ai trouvé pas mal de sources, et en particulier
l'article d'un commentateur politique de Foreign Policy. Foreign Policy, c'est une revue de politique étrangère qui est la plus respectée de tous les États-Unis, qui est lue par toutes les élites américaines. Et ce commentateur politique dans Foreign Policy disait que, selon lui, les chances de guerre civile dans les années à venir allaient jusqu'à 60%. 60% de chances qu'il y ait une guerre civile aux États-Unis. Donc, vous voyez que le contexte est déjà explosif. Mais alors, si on rajoute l'élection de 2020, là, la tension a monté d'un cran. Parce que l'élection n'a absolument rien arrangé, rien apaisé, et que les divisions sont encore plus grandes du fait, justement, des soupçons de fraude. Et là, je citerai un autre sondage, un troisième sondage, toujours de l'Institut de Rasmussen, qui a été fait en novembre 2020, et qui nous dit que 75% des républicains pensent que l'élection a été truquée. Donc vous avez 75% des gens d'un camp qui pensent que l'élection est injuste, c'est que vous avez une situation particulièrement explosive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a même une partie des démocrates, assez faible, mais vous avez une partie des démocrates quand même, jusqu'à 30%, qui pensent qu'il y a des problèmes avec l'élection. Donc on est dans un pays qui est vraiment dans une situation explosive au niveau de sa mentalité collective. Et vous avez même certains commentateurs, dans le mois dernier, ou même dans les semaines qui viennent de passer, qui ont commencé à parler ouvertement d'un risque de guerre civile. Je vous citerai en particulier un des animateurs radio les plus célèbres du camp conservateur, qui s'appelle Rush Limbaugh, et qui a déclaré, je cite, alors c'est des phrases, vraiment quand on les lit, on reste assez sidéré, « Je pense que nous dirigeons vers une sécession. Il n'y a plus de coexistence pacifique possible entre les progressistes et les conservateurs. » Alors on peut se demander si ce monsieur n'est pas en train de dramatiser la situation, peut-être, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est représentatif d'une partie du public américain, c'est-à-dire il y a une partie du public américain qui pense comme lui. Et ça, évidemment, c'est alarmant. Mais ce que je voudrais dire maintenant, c'est est-ce qu'on a un risque véritable de sécession américaine? Qu'est-ce que ça donnerait si dans le futur, imaginons que la plainte donne le résultat de renverser les élections de certains États, qu'est-ce que ça donnerait qu'une idée de sécession qui s'installe? Et bien en fait, pour avoir un exemple de ça, on peut revenir juste quelques mois en arrière et à ce qui s'est passé lors de la crise, lors de la mort de George Floyd et des manifestations qui ont eu lieu, des Black Lives Matter en juin 2020. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez eu des tentatives très significatives de la part de certains groupes, en particulier des Antifa, dans certaines villes, de constituer ce qu'on appelle des zones autonomes. Pour comprendre ce que c'est qu'une zone autonome, c'est très simple, vous avez à faire la comparaison avec ce qu'on appelle les ZAD et les zadistes en France, en particulier Notre-Dame-des-Landes. Sauf que la grosse différence avec Notre-Dame-des-Landes en France, c'est que là, vous avez une ZAD urbaine, c'est-à-dire en plein milieu d'une ville. Et en particulier à Seattle, vous avez eu dans la ville de Seattle, qui est quand même une ville assez importante, vous avez eu une zone autonome gérée pendant 1 mois par des groupes, en particulier des groupes Antifa, des groupes généralement d'extrême gauche, qui ont véritablement fait régner la loi. C'est-à-dire où il n'y avait plus de police, c'est eux qui faisaient régner la loi. Donc, ça n'a duré qu'1 mois, ça a été démantelé, c'est peut-être pas une expérience qui va se répéter, mais ça nous donne, si vous voulez, une température du pays. Une température assez, comme je vous le disais, explosive. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Donc, je ne veux pas du tout prévoir une sécession, une guerre civile, mais on voit quand même qu'il y a des remous énormes. Et quel que soit ce qui va se passer dans le jugement de la Cour suprême, dans les 2 cas, il va y avoir un ressentiment qui va être énorme. Donc il faut s'y préparer. Et pour finir, je voudrais parler de quelque chose qui rajoute de l'huile sur le feu. C'est le discours des médias. Et pourquoi les médias dans cette histoire ont été complètement discrédités pour une partie des électeurs. Donc je voudrais terminer en parlant justement des grands médias américains et de ce qu'ils ont fait pour envenimer la situation en réalité. Les médias n'ont jamais digéré l'élection de Donald Trump en 2016. Vraiment, on se rappelle tous de la gueule de bois des médias lors du lendemain de l'élection. Et en fait, ça a duré pendant 4 ans, cette gueule de bois a duré pendant 4 ans. Trump a été l'objet d'attaques sans relâche des médias. C'était une véritable guerre médiatique. Et on doit l'avouer, Trump leur a bien rendu. Et vous avez quelque chose qui s'est développé chez une partie de l'électorat, voire chez une majorité de l'électorat républicain, c'est un sentiment d'injustice et de 2 poids, 2 mesures de la part des médias.
Je prends le dernier exemple en date, c'est l'exemple du cas Hunter Biden. Alors, on n'en a quasiment pas entendu parler en France, et même dans les médias mainstream américains, en fait, c'est un cas qui a été laissé de côté volontairement. Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden. Et il a une affaire qui n'est pas très nette aux fesses, si vous voulez. En 2014, Hunter Biden, il est entré au conseil d'administration d'une entreprise ukrainienne de l'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, vous avez un procureur général ukrainien qui s'appelle Viktor Shokin, qui a commencé à enquêter sur les activités illégales de cette société d'énergie ukrainienne qui s'appelle Burisma. Et son enquête s'est étendue jusqu'au fils de Joe Biden, jusqu'à Hunter Biden. Et en mars 2016, donc quelques mois plus tard, Joe Biden, quand il se rend en Ukraine en tant que vice-président, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui a des responsabilités dans le gouvernement américain, Joe Biden demande au président Poroshenko, au président de l'Ukraine, de virer Viktor Shokin. Alors déjà, si vous voulez, ça a provoqué quelques remous, c'était louche. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'en octobre 2020, un journal qui s'appelle le New York Post a révélé des emails adressés à Hunter Biden par des dirigeants, par un cadre, alors je ne sais plus exactement qui, de Burisma, donc de l'entreprise, qui évoquent directement une rencontre entre les dirigeants de l'entreprise et Joe Biden. Et là, ça a été explosif. Les médias mainstream ont commencé à accuser le New York Post et tous ceux qui relayaient cette information de fake news inventées par les Russes, d'être des agents russes en fait. Et ça, on a eu une espèce d'hystérie collective où vous avez une histoire qui était somme toute recevable, donc dont on pouvait essayer de voir si elle était valable ou pas, qui a été qui a subi un blackout médiatique total. Et Twitter a même suspendu le compte du New York Post. Donc, vraiment, dans ce cas, vous avez eu un deux poids deux mesures énorme, parce qu'on a appris dernièrement, là, dans les jours qui viennent de s'écouler, qu'en réalité, le FBI lui-même enquêtait depuis 2018 sur les activités de Hunter Biden à l'étranger. Donc on a véritablement eu une affaire qui a été étouffée pour ne pas désavantager Biden lors de l'élection. Alors qu'en face, Trump a subi les accusations de collusion russe, de collusion avec la Russie pendant tout son mandat, pendant les 4 années de son mandat. Et la presse mainstream s'en est pas privée, c'était article sur article sur article. Il y a même eu une procédure d'impeachment, de mise en accusation du président, mais qui n'a pas abouti. Et cette histoire, en fait, ne reposait sur aucune preuve véritable. Il n'y a pas eu d'éléments qui ont été prouvés. Et vous avez un deux poids deux mesures énorme, c'est-à-dire que Trump, il est accusé sans relâche, et d'un autre côté, vous avez une histoire qui est totalement légitime et que les médias n'ont pas voulu voir. Du coup, on ne s'étonne pas que la confiance dans les médias s'effondre totalement, chez les républicains en particulier. Et là, je vous prends comme référence un sondage de Morning Consult, que vous allez voir apparaître, et qui nous donne la confiance du public américain, des démocrates et des républicains dans les grands médias traditionnels. En particulier les grands journaux New York Times, Washington Post, les grandes télés, CNN, NBC, MSNBC, Fox News, etc. Et ce que vous voyez là, c'est que tout à gauche, vous avez le public américain en général, au milieu, vous avez les démocrates, et à droite, vous avez les républicains. On voit que dans tous les cas, la confiance dans les médias baisse, mais la confiance dans les médias chez les démocrates est quand même beaucoup plus haute que chez les républicains. Et ce qu'on voit surtout là, c'est que les courbes de confiance dans les médias chez les républicains s'effondrent. Vous voyez que la confiance la plus basse, c'est pour des médias comme CNN ou le New York Times. La courbe rouge qui désigne Fox News reste plus haute. Mais en réalité, avec cette élection présidentielle, même Fox News prend l'eau pour l'électorat républicain. Parce que en déclarant Biden vainqueur, Fox News a été considéré comme une chaîne traître par les électeurs républicains. Et vous avez des nouveaux concurrents qui sont apparus, plus à droite, si vous voulez, chez les républicains, des nouvelles chaînes de télé qui existaient déjà, mais qui ont vraiment pris d'ampleur, comme Newsmax ou The OAN, c'est-à-dire One American Nation. Et pour la première fois en décembre, Newsmax a battu Fox News en audience, ce qui est une véritable bombe au niveau médiatique, parce que ça veut dire que Fox News est en chute libre. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur
les médias. Voilà ce que je pouvais dire en général sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le risque sécessionniste. J'espère que j'ai été clair et j'espère que cette vidéo vous aura donné tous les éléments pour comprendre mieux ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. Le Texas avait un cas, pour parler techniquement. Le Texas avait une affaire plaidable. La Cour suprême des États-Unis s'est simplement reconnue comme tout simplement incapable de prendre ce dossier. Et c'est une façon très certainement lâche de réagir. Ils auraient pu trancher, c'était ce que le peuple américain attendait, quel que soit le candidat pour lequel il est voté, il fallait là prendre une décision historique. Soit rejeter formellement ce recours du Texas et de 16 autres États, soit trancher en sa faveur, ce qui aurait été en l'occurrence dans le sens de la Constitution américaine. Mais la Cour suprême s'est réellement lavé les mains. Pour utiliser un terme historique et christique, c'est vraiment laver les mains de cette affaire. Et ça crée une tension majeure. On a Donald Trump qui est apparu sous les acclamations dans le derby du football américain entre la marine et l'armée de terre. Et c'est un événement vraiment très, très classique des forces armées américaines. Donald Trump a été ovationné. Et puis de l'autre, bien entendu, on sait la haine que lui vouent certains milieux, en particulier les milieux de presse. On l'a vu avec le Washington Post qui appartient à Amazon, etc. Pas la peine de revenir là-dessus. Alors, cette possibilité de sécession, elle couvait là aussi. Chuck Norris avait participé à des milices, oui, Chuck Norris, c'est pas une blague, pour un Texit, donc une sortie du Texas, des États fédérés, le Texas étant plus grand que la France. Et l'idée d'un sentiment national texan peut tout à fait être prise au sérieux. Il y avait aussi un Calexit quand Trump a été élu, donc un mouvement pour la sortie de la Californie. Et réellement, ces lignes de faille continuent de s'accentuer aujourd'hui. La seule chose en réalité qui les protégeait au-delà d'un manque peut-être de projet de civilisation, de volonté de vivre ensemble, etc., c'était la Constitution. L'existence des grands électeurs aux États-Unis était là précisément pour garantir cette union entre États qui avaient des disparités économiques et culturelles très fortes et climatiques, ça va avec. Les États du centre, donc les fameux flyover states, d'après le fait qu'on passerait au-dessus d'eux comme ça en avion en rejoignant la côte est depuis l'ouest ou l'inverse. Et ces États se sentent sous-représentés effectivement depuis des décennies. Trump était le représentant qu'ils attendaient depuis longtemps, en tout cas d'après les sondages et d'après les résultats électoraux. Et aujourd'hui, ces États se sentent trahis, c'est pour ça qu'ils ont rejoint la plainte rejetée par la Cour suprême du Texas. Donc, à l'heure où je parle, la messe est dite, c'est Biden qui devrait être proclamé président, et Trump n'a que deux grandes solutions possibles. La première serait de décréter la loi martiale, de déclarer que l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation, sous-tend que les dispositions des libertés individuelles qui sont prévues par la Constitution, donc la Déclaration des droits, la Bill of Rights, soient suspendues. Et donc que les élections soient suspendues aussi, en quelque sorte que Trump se déclare dictateur. C'est quelque chose qui a été envisagé par certaines personnes, mais il n'est absolument pas possible pour Trump de faire une telle chose, vis-à-vis en particulier du fait que la Maison-Blanche c'est sur la côte Est, et ce serait une guerre civile immédiate s'il faisait cela. L'autre chose qu'il envisage, c'est de tout déclassifier, de sortir tous les cadavres du placard sur les affaires foireuses, récentes comme plus anciennes. Ça irait donc de l'assassinat de Kennedy à Benghazi en passant par tout un tas d'autres affaires comme Fast and Furious ou Operation Timber Sycamore par laquelle il y a eu des ventes d'armes organisées par la CIA sur le territoire américain, ce qui n'est pas particulièrement constitutionnel, en tout cas pas dans les prérogatives de la centrale qui est censée agir uniquement à l'extérieur, même si de façon clandestine, entendez, illégale. Mais si Trump faisait cela, alors ça c'est possible, il peut le faire. Il a d'ailleurs licencié tout un tas de gens au Pentagone. Il a entrepris ce qui a été commenté par certains comme des purges. Et il a nommé un général qui fait partie d'un groupe d'influence politico-militaire qui s'appelle Cannon avec un Q, le général Michael Flynn, si ma mémoire est bonne.
Et évidemment, ça irait dans le sens d'une possibilité pour Trump de tout déclassifier, de dire après moi le déluge, le peuple jugera, il verra dans quelle mesure le gouvernement fédéral, l'État fédéral lui a menti ou pas, en particulier dans des affaires précédentes. Mais là encore, Trump est sur une position extrêmement délicate pour faire une telle chose, et ce serait évidemment essentiellement suicidaire d'un point de vue politique. Mais serait-ce dans l'intérêt du peuple ? Évidemment, je fais partie des gens qui diraient oui immédiatement. Je suis pour une ouverture beaucoup plus grande des transactions du confidentiel défense, dans la mesure où elles ne mettent pas la nation en danger existentiel. Je pense, comme l'avait dit le général Eisenhower, que le réel danger, c'est au contraire de supprimer la démocratie en classifiant trop d'informations et en cachant trop de données essentielles au peuple. Peut-être que c'est cela que Trump envisage de faire pour l'instant. Mais à partir du moment où le recours a été rejeté par la Cour suprême, et on s'attendait pourtant à ce qu'elle le surveillât un peu mieux, puisque pas mal de juges de la Cour suprême ont été nommés par Trump, eh bien, il ne reste plus d'autres possibilités, à part, bien sûr, un soulèvement populaire. Alors, il ne faut pas oublier que les milices pro-républicaines sont armées, les milices pro-démocrates, certaines existent, comme les Antifa, par exemple, sont armées, mais d'autres, en majorité, ne le sont pas, même si elles pourraient s'autodécrire comme des milices. Et bien évidemment, en cas de guerre civile, en cas de sécession, je vois difficilement comment l'administration Biden pourrait faire en sorte de garder un Texas déterminé à quitter l'Union, à part en intervenant militairement, donc en envoyant la garde nationale d'une part, en envoyant l'armée ensuite, mais ça ne ferait évidemment que jeter de l'huile sur le feu. Donc voilà le point de situation, que vous fait également Benjamin Briand, avec qui j'aime de plus en plus travailler. Et encore une fois, pardon pour les éventuelles informations qui ne seraient plus tout à fait à jour. L'enjeu était de prendre du recul sur cette situation particulière. Je voudrais conclure sur cette analyse dans laquelle, d'ailleurs, cet officier prenait peut-être un peu trop ses désirs pour des réalités, mais je crois qu'il était l'amiral Panarin, P-A-N-A-R-I-N, russe, qui avait décrit un effondrement des États-Unis, un peu comme celui de l'URSS, c'est-à-dire que la fédération s'effondrerait et formerait plein d'États de la taille de la France, comme le Texas, avec une économie considérable comme la Californie. Il faut savoir aussi qu'au Texas, beaucoup de boîtes sont en train de s'exiler déjà. Oracle a rejoint le Texas, y a mis son siège. La fondation Tesla est déjà installée au Texas. Elon Musk vit physiquement au Texas et une branche de HP s'est réinstallée au Texas, donc c'est pas du tout anodin. Et ça ferait évidemment qu'un Texite aurait peut-être autant de difficultés que d'opportunités, entre guillemets, pour garder ses revenus fiscaux chez lui. Mais dans un autre sens, je ne pense pas qu'Elon Musk serait intéressé à se domicilier ou domicilier la fondation Tesla dans un État indépendant du Texas. Encore que ça peut se discuter. Mais donc l'amiral Panarin avait envisagé un effondrement des États-Unis d'Amérique sur le modèle de l'URSS, avec des États satellites, avec 3 grandes régions, plus ou moins, le Midwest, la côte Est, la côte Ouest, peut-être une 4e région qui serait la Bible Belt, donc de Corpus Christi, le bien nommé Texas, jusqu'à la Géorgie, je crois. Et puis, en un sens, ça nous semble ridicule, une telle sécession. Mais il ne faut pas oublier que la dernière fois, par exemple, que la Méditerranée a été unifiée, eh bien, c'était sous les Romains, et sous les Romains d'Occident. Pas d'Orient, parce que l'Empire romain d'Orient, à Constantinople, n'a jamais unifié la Méditerranée. Sauf sous Justinien, ça peut se débattre. Mais donc ça a existé une période où une zone, une Mare Nostrum, comme les Romains appelaient la Méditerranée, ce qui était le résultat de conquêtes extraordinaires, parce que les Romains, au départ, ne contrôlaient même pas la péninsule italienne, ont dû mener les guerres samnites pour s'imposer comme l'hégémon dans la région, et ensuite les guerres puniques pour pouvoir s'imposer comme hégémon en Méditerranée orientale, et puis ensuite la conquête de l'Égypte, qui leur a permis de s'imposer sur toute la Méditerranée à terme. Mais c'est fini ce temps-là, et a priori, il n'est pas du tout parti pour revenir, en fait. C'est-à-dire que des gens ont connu, il y a plusieurs dizaines de siècles, une période, avec Trajan, donc l'apogée de l'Empire romain, où toute la Méditerranée était unifiée autour d'une seule puissance politique. Eh bien, peut-être que la période à laquelle nous assistons est celle où toute l'Amérique du Nord, en tout cas, en dehors du Canada et du Mexique, bien entendu,
où l'essentiel de l'Amérique du Nord sur le plan économique, pas sur le plan du territoire encore une fois, puisque le Canada est plus grand que les États-Unis, a été unifié. Peut-être est-ce la dernière fois dans l'histoire que ce sera le cas. Évidemment, j'en doute, comme tout le monde. Mais l'histoire est parfois très ironique. Et la situation, en tout cas aux États-Unis, n'a, dans son époque moderne, depuis la guerre de sécession, jamais été aussi proche d'un éclatement.